Rappelez que ce formulaire, il a été structuré autour de 5 grands principes, pardon. Le premier principe a été de remettre l'usager en position d'expression de ses attentes au regard de sa situation. Aujourd'hui, l'usager ne doit plus déterminer lui-même les prestations pouvant répondre à ses besoins. C'est à la MDPH de proposer l'ensemble des prestations adaptées à ses besoins. Le deuxième principe, ça va être de le guider dans l'expression de ses besoins et de ses attentes tout au long du document. Et donc, pour cela, il va être guidé par le biais de coches. Ce troisième principe va être organisé autour d'un socle commun qui est celui de la vie quotidienne et de deux socles dits facultatifs, un qui est relatif à la vie scolaire et étudiante et le second qui est relatif à la situation professionnelle. Le quatrième principe est de permettre également, comme dans les anciens formulaires, de demander des droits et des prestations que l'usager souhaite se voir évaluer. Et le dernier est de permettre aux aidants d'apporter des éléments d'information complémentaires les concernant. En première intention, le formulaire peut sembler complexe à compléter. Pour autant, il a été pensé pour être plus intuitif et également guider l'usager dans le remplissage de ce dossier. Il est certes plus complet parce qu'il permet aujourd'hui à l'usager de recenser l'ensemble de ses besoins et il a été adapté par un code couleur pour le rendre plus attractif. Donc, on découvrira au fur et à mesure de la présentation. Avant de détailler la page de garde, on vous rappelle quelques petits conseils concernant le remplissage de ce formulaire. Les formulaires de demande sont à compléter de préférence en noir, en majuscule, de façon lisible. On vous demande également de nous envoyer l'ensemble des documents sans agrafe, ni trombone, ni scotch, d'éviter les collages et de nous transmettre dans la mesure du possible des photocopies qui sont lisibles. Vous allez me dire pourquoi parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces pièces sont numérisées. C'est-à-dire qu'on a une équipe courrier qui prépare les dossiers avant la numérisation et qui vont intervenir manuellement pour ôter tout ce petit matériel qui parfois a été mis pour effectivement classer le dossier, mais qui aujourd'hui nous impacte puisqu'on ne peut pas les passer tels que dans nos scanners. On vous rappelle aussi de ne pas nous joindre de photos à la MDPH. Aujourd'hui, s'il y a un courrier d'appel photo qui doit être généré, il est généré par l'imprimerie nationale et il n'est pas nécessaire de nous le joindre. En tout cas, nous, à la MDPH, s'il y a des photos qui sont jointes au dossier, elles sont malheureusement détruites. Donc voilà, là, on va faire un petit zoom sur la page de garde à la première question, que dois-je remplir? C'est ma première demande à la MDPH. Et donc là, ça va signifier que l'usager n'est pas connu de la MDPH et qu'il n'a jamais déposé de dossier. Ça, c'est la première indication. Les deux critères suivants, ma situation médicale, dans les deux critères suivants, pardon, ma situation médicale, administrative, familiale ou mon projet a changé, ou je souhaite une réévaluation de ma situation ou une révision de mes droits. Ces onglets sont pour les usagers qui sont déjà connus de la MDPH, c'est-à-dire qu'ils disposent d'un numéro de dossier. Les usagers qui vont cocher ces deux cases, vous pourrez les inviter à nous fournir les nouveaux éléments administratifs, médicaux, sociaux, professionnels et scolaires relatifs à sa demande. Dans ces cas suivants, l'usager n'a pas encore de dossier à la MDPH ou si sa situation a changé. Pour ces deux situations-là, l'usager devra compléter les parties A, qui seront les parties relatives à son identité, et B, relatives à la vie quotidienne, et ensuite celles qui vont uniquement le concerner, soit ça concerne une demande de scolarité ou pour une vie étudiante, ce sera la partie C, ou la partie D, si ça concerne une situation professionnelle, la partie E, qui sera relative à l'expression des demandes, et la partie F, qui reste, comme on disait tout à l'heure, facultative, c'est à remplir si l'usager est aidé par sa famille dans la vie quotidienne. Dans le deuxième bloc, je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique, car j'estime que ma situation n'a pas changé. Cet onglet, elle concerne les usagers qui sont déjà connus de la MDPH et qui bénéficient de droits en cours. Dans ces demandes de renouvellement, nous conseillons l'usager de compléter la partie A relative à son identité, à sa vie quotidienne, partie B, et en E, de bien repréciser dans la partie expression des demandes les prestations qu'il souhaite se voir évaluées.
Après, si l'usager souhaite apporter des éléments complémentaires et répartir les autres, et compléter les autres parties, il est tout à fait libre de le faire. En tout cas, pour rendre explicite mon propos, tout au long de la présentation, je vais reprendre le détail de ce qui doit être rempli par l'usager et dans quel cas. Donc, pour rendre un peu cette présentation un peu plus dynamique, je vais vous proposer une vidéo qui a été... en fait, c'est une web-série qui est en 3 épisodes, qui a été réalisée par le département et la MDPH de la Gironde sur le formulaire MDPH. Et le premier épisode, il est relatif à la partie A du formulaire de la MDPH sur la partie identité et l'ensemble des documents à joindre à la demande. Alors, je vais vous demander juste un petit instant parce qu'il faut que je déconnecte le partage pour aller chercher la vidéo pour que ce soit plus qualitatif. Je ne fais pas la bonne manip, je recommence. Hop. Je lance la vidéo. En tout cas, j'essaye. Tu poses pas aujourd'hui? Comment t'es rentré? T'es en congé? Non. T'es en récup? Non. T'es en RTT? Non. Je suis fatiguée et déprimée. Ça te va comme réponse? J'ai une poussée de sclérose. J'y arrive plus, Ada. Mon patron va me virer, je vais tout perdre. Mais on vire pas les gens comme ça, Julie. Demande à ce qu'on aménage ton poste de travail. Aménager mon poste de travail? Oh. Bon, admettons. De toute façon, bientôt, je pourrai plus conduire. Alors comment je vais y aller, moi, à ton poste de travail aménagé? Eh ben, on aménagera aussi ta voiture. Oh, t'es chiant, Ada. Je suis toute seule avec cette saleté de maladie, là. Et je dois faire avec. Tu dois faire avec. Non, mais c'est qui, lui? Mais vous êtes combien chez moi, là? Lis. Demande à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Et c'est censé m'aider, ça? 20 pages! Non mais attends, quand tu vas au resto, tu commandes pas toute la carte. Ben là c'est pareil, tu remplis que la partie qui te concerne. Ok. Alors, on va voir si c'est aussi simple. Si je te dis la rubrique 1. Nom, prénom, numéro de téléphone, mail et ton numéro de caisse d'allocation familiale. Et le numéro de la maison sociale agricole. Mais je suis pas une bergère. Ah franchement Julie, tu remplis le numéro de la caisse de laquelle tu dépenses, c'est tout. A2. Et tant qu'à faire de jouer, on n'aurait pas un buzzer là? Hein? Un buzzer? Moi. Un buzzer? Bon, on est sûr de ça, là? Ouais. Bon. A2. Identité des parents, c'est pour les mineurs. A3. Identité de la personne ou de l'association qui t'accompagne. Ben moi, il n'y a personne qui m'accompagne. Bah et à moi? Toi, tu m'accompagnes pas, tu surgis. Et Ada, je suis désolée, mais vraiment, le buzzer, vu que t'es seule à jouer, je pense que c'est en trop. Ouais, tu trouves? Ouais. A4. Identité de ton tuteur ou de ton curateur. A5. Ah, A5, c'est très important, ça te concerne. A5, ça te permet d'attirer l'attention de la MDPH sur ta situation personnelle ou sur une urgence. Par exemple, toi, si tu sens que tu perds ton autonomie, eh ben, tu la remplis. Bon, là, ça va encore, mais c'est pour plus tard que je m'inquiète. Ben, c'est pas grave, plus tard, tu rempliras un autre dossier. Si ta situation évolue, tu fais une nouvelle demande. T'es fort, hein? Il reste combien de pages, là? Ada? Ah, au fait, faut pas oublier de dater et signer, sinon ton dossier n'est pas recevable. Tu as toute la nuit pour apprendre la partie B. Demain, c'est moi qui pose les questions. Ok. Comment tu fais ça? T'es parti? Non, je suis encore là. Non, je préfère que tu partes. Ok. Merci. De rien.
Je vais du coup reprendre la présentation du PowerPoint. Donc, Si vous avez passé la cinquantaine, arrêtez immédiatement les crèmes anti-âge, les sérums, le botox ou l'acide hyaluronique. Ça vous ravage. Pardonnez-moi, j'ai pas pensé que ça allait continuer de se dérouler. Hop. Et du coup, je reprends la page où on en était. Donc, on a fait une première présentation sur, sur l'identité, sur la partie A relative à l'identité. Donc là, on va reprendre point par point. Donc cette partie A, elle est à remplir pour chaque demande. C'est une obligation. Si cette partie n'est pas complétée, on vous renverra le formulaire comme incomplet. Donc là, on vous rappelle, comme précisé dans la vidéo, la partie A1, ce sont les informations générales relatives à l'identité de la personne. Il s'agit d'informations administratives, donc son adresse, sa nationalité, son lieu de naissance, ses prestations familiales, son organisme d'assurance maladie. Et dans la partie A2, cette partie, elle est à remplir uniquement pour les demandes qui vont concerner les enfants qui sont mineurs. Et on vous rappelle qu'il est préférable de compléter l'identité des deux parents. Dans la partie A3, elle nous permet d'identifier le partenaire qui accompagne l'usager dans la constitution de sa demande. Et ce partenaire, s'il est identifié dans cette partie A3, on pourra le recontacter au moment de l'évaluation si on a l'accord express de l'usager en page 4 du formulaire qu'on verra ensuite. En tout cas, si vous accompagnez l'usager à compléter son dossier MDPH, nous, on vous encourage à vous identifier sur cette partie. Dans la partie A4, donc cette partie, elle va concerner les personnes qui sont sous mesure de protection. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut reporter les éléments d'information. Et dans la dernière partie, la partie A5, elle peut être cochée pour des situations bien spécifiques quand on demande le traitement rapide de la demande. L'usager n'arrive plus à vivre chez lui, l'enfant ne peut plus être accueilli dans son école, et ça permet une procédure accélérée. Mais on rappelle aussi que ce traitement rapide, il est aussi possible sous interpellation des partenaires sur des situations difficiles et complexes. Et dans ce cas-là, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter sur la boîte mail générique sur l'adresse suivante, lille-du6 mdph@lenord.fr. Et si vous accompagnez un dépôt de dossier que vous estimez que ça nécessite un traitement en urgence, n'hésitez pas à nous écrire également sur cette adresse mail pour qu'on puisse prendre en compte cette demande. Hop. Dans cette partie, on vous rappelle les documents qui doivent accompagner la demande. Donc, le certificat médical complété par le médecin, qui doit être daté et signé par ce dernier et doit être de moins d'1 an. On rappelle également que dans la réglementation, on doit, sur ce certificat médical, avoir le tampon d'ADELI du médecin, sous réserve, ce qui pourrait générer une irrecevabilité chez nous si on n'avait pas l'ensemble de ces éléments sur le certificat médical. L'usager doit nous joindre un justificatif de domicile. Ça peut être un avis d'imposition, une attestation d'assurance logement, une quittance de loyer, EDF, téléphone. Si l'usager est domicilié auprès d'un organisme, il doit nous fournir une attestation d'élection de domicile en cours de validité ou une attestation de résidence d'établissement. Par contre, si l'usager est hébergé à titre gratuit, il doit aussi fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeur, ainsi que son justificatif de domicile et la pièce d'identité de l'hébergeur. On doit aussi joindre, un justificatif d'identité pour une demande quand ça concerne les enfants, y compris la pièce d'identité des deux parents. Et dans le cas d'une demande d'enfant, on rajoute aussi qu'il nous faut la copie intégrale de l'acte de naissance ou la copie du livret de famille. N'oubliez pas de joindre aussi le jugement de protection juridique en cours de validité, le cas échéant. Vous comprendrez que pour introduire la demande, l'ensemble du formulaire et des pièces énumérées devront être adressées à la MDPH pour nous éviter de vous retourner le dossier. Et c'est l'ensemble de ces pièces qui nous permettront d'éditer la recevabilité administrative.
Dans cette petite diapo, on vous rappelle qu'il y a les pièces qui permettent la recevabilité administrative, mais il y a aussi les pièces qui sont nécessaires à l'évaluation. Dans le formulaire impact, on retrouve ces pièces nécessaires à l'évaluation. Elles sont indiquées par un petit trombone, soit en bas de page ou au milieu, mais en tout cas, quand vous devez joindre un élément d'évaluation complémentaire, vous pouvez retrouver le petit symbole du trombone qui va vous donner des indications. Ces éléments complémentaires, ça peut être des derniers bilans médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation. Ça peut être également donc, les bilans médico-sociaux d'établissements ou services qui accompagnent, puisque quand on procède par exemple à un renouvellement d'une orientation spécifique, on demande le bilan de l'établissement, puisque la MDPH est garante aussi des prises en charge des usagers. Et à ce titre, on se doit d'avoir ces éléments. Les justificatifs des frais engagés liés au handicap, et si c'est nécessaire, le devis des accompagnements futurs, le GEVASCO si le dossier concerne un enfant scolarisé, le CV. Je rappelle aussi que dans notre armoire numérique sont stockées les anciennes pièces médicales qui ont déjà été transmises par l'usager. Il n'est pas nécessaire de renvoyer l'intégralité des pièces médicales, mais on vous met plutôt encourager l'usager à nous transmettre les derniers bilans actualisés des spécialistes. Ça peut être le cardiologue, ça peut être l'oncologue, ça peut être le neurologue. Il arrive parfois aussi que l'usager soit surpris qu'on lui demande de fournir des pièces complémentaires pour étudier ses demandes parce qu'il a reçu ce fameux courrier de recevabilité administrative qui lui disait que son dossier était complet. Pour autant, au moment de l'évaluation, dans le parcours du dossier, l'équipe d'évaluation, elle a besoin de ces informations complémentaires pour se faire une photographie à l'instant T des besoins de compensation de l'usager. Que ce soit quelles sont ses déficiences motrices, déficiences auditives, quelles sont ses limitations d'activité, quelles sont ses incapacités, mais aussi de comprendre quelles sont ses capacités, ses points forts, etc. Dans cette page, on vous rappelle que la signature en page 4 est obligatoire. Généralement, il arrive parfois que l'usager signe en page 20, en dernière page du formulaire. Et en fait, la signature obligatoire de l'usager, elle doit se retrouver en page 4. Concernant les demandes d'enfants, il est nécessaire de réunir la signature des deux parents et les documents afférents aux deux parents. Par contre, en toute honnêteté, on peut dire aussi qu'à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de l'autre parent, on garde une certaine souplesse. En effet, la CNSA, elle nous précise que la demande de compensation, elle est un acte usuel de la vie courante. C'est-à-dire que l'autre parent est réputé agir avec l'accord de l'autre pour un acte dit usuel de la vie courante de l'enfant. Donc, nous, par contre, on a un rôle de devoir informer l'autre parent qui a un dépôt de dossier de la recevabilité administrative du formulaire de demande. Et donc là, par contre, on porte une vigilance particulière sur les informations relatives à l'identité des deux parents pour pouvoir transmettre cette information aux parents qui peut-être n'auraient pas co-signé cette demande. Sur cette page, il faut aussi cocher « J'accepte que la MDPH se mette en relation avec les professionnels qui m'accompagnent ». C'est avec cette coche qu'on pourra vous recontacter si vous avez renseigné la rubrique A3 avec vos coordonnées comme étant le partenaire qui a participé à la constitution de la demande. En cochant cette case, je certifie l'honneur de l'exactitude des informations déclarées ci-dessous. Cette case, elle doit être impérativement cochée parce que ça pourrait générer une irrecevabilité pour une petite coche qui n'est pas cochée. Tout en dessous, vous avez toute une rubrique sur « Je souhaite bénéficier d'une procédure simplifiée ». La procédure simplifiée, je vous précise que ce n'est pas une procédure accélérée. Que vous couchez ou non la case, le délai de traitement sera la même. La seule particularité, si l'usager demande une procédure simplifiée, cela signifie uniquement que l'usager ne souhaite pas être reçu dans le cadre de la CDAPH lors du passage de son dossier. Donc, en résumé, sur la partie A, ça permet de préciser si l'usager a déjà un dossier, de rappeler son identité, sa domiciliation, ses identifiants. Ça nous permet de déterminer qui est détenteur de l'autorité parentale pour des enfants ou pour des personnes qui sont sous mesure de protection. Et il permet donc, dans cette partie, permet à l'usager de prendre connaissance des pièces obligatoires à fournir, de signer ce formulaire
d'indiquer s'il autorise ou non l'échange d'informations avec les partenaires et d'indiquer s'il souhaite une procédure simplifiée. Hop. Donc là, on en arrive à la deuxième vidéo. Parlons bien, parlons droit. Et donc là, on va être sur l'épisode 2 relatif à la vie quotidienne. T'es prête? Ah! On n'avait pas dit que t'arrêtais de faire ça? Bon, alors ce dossier, tu maîtrises? Oh, trop bien! J'adore ce jeu. Bienvenue à bord, amiral. L'équipage attend vos ordres. Dans la rubrique B, intitulée Votre vie quotidienne, B. Ce sont les infos sur ma vie quotidienne. Est-ce que je vis seule? Est-ce que je suis locataire ou propriétaire? Quels sont mes revenus? Et est-ce que mon véhicule est adapté à mon handicap? Eh, bravo, ok, alors B1, touché. Porte-avions, Et en touché. fait, tu te déplaces comment, toi? Uniquement en calèche. En calèche? Ouais. Bon, change pas de sujet, s'il te plaît. À quoi servent les infos de la rubrique B1? À remplir un dossier? Pas uniquement, Julie. Ces informations correspondent à ta situation actuelle. Elles servent à connaître ta vie sociale, à savoir si tu vis seul, si tu es isolé. Cela permet à la MDPH de connaître ton niveau d'autonomie et par la suite te proposer une aide adaptée. Mais à qui tu parles? T'occupe. B2. B2. Attends, me dis pas. Oui, mes besoins dans la vie quotidienne. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour faire mes courses, le ménage, gérer mon budget? Bon, j'avoue, le budget, j'aurais bien besoin d'aide. Tout à fait, Julie. En B2, tu décris ce qui te manque comme aide par rapport à ta situation personnelle. Si tu as besoin d'aide pour te déplacer ou pour aller faire du sport. Non, mais à qui tu parles, merde? Bon, je t'explique. Comme je venais te voir pour t'expliquer comment remplir ce formulaire, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion pour faire un petit film institutionnel pour la MDPH. Tu vois? Comme ça, il pourrait s'en servir après. D'accord. C'est pour ça le mec avec son truc, là. Ok. Bon, on continue? Oui, bah, enfin, t'as pas mis le petit bâtonnet, là, dans le porte-avions. Ok, B2 touché. Porte-avions, touché. B3. B3, mes attentes. Comment on peut concrètement m'aider? L'aménagement du lieu de vie, une aide financière, une aide humaine. C'est tout à fait exact, Julie. Je crois que le moment est venu pour nous de récapituler les diverses parties de cette rubrique B. Alors en B1, tu décris ta situation actuelle. En B2, tu énonces tes besoins pour améliorer cette situation. Et en B3, comment concrètement on peut l'améliorer? Porte-avions, touché. Bah quoi? On joue? Bon, dernière question. Rubrique C. La vie scolaire ou étudiante? C'est pour les enfants ou les étudiants? Bon, très bien. Allez, ok, touché. Quoi? Touché? Non mais attends, il est coulé ton porte-avions là, monsieur je sais tout. Explosé en 1000 morceaux ton porte-avions. Porte-avions, coulé. Ah non Ada! Ah non, pas ça, j'ai gagné, tu reviens. Ah le mauvais joueur. T'es un mauvais joueur! Bon, ok, t'as gagné. Je reviens pour la belle. Yes! Bon bah, faut y aller maintenant. Donc là, on a fait une présentation. Hop, je remets le PowerPoint. Ça fait la présentation de ce qu'on peut attendre de la vie quotidienne, en tout cas de ce qui relève de ce qu'on attend de l'usager, de là où il peut s'exprimer. Et là, je me remets sur la bonne partie. Excusez-moi. Hop. Hop. Et donc, avant de partir à la partie B du formulaire, juste vous rappeler que dans chaque partie du dossier, il s'articule autour de 4 thématiques. En fait, on fait toujours un premier état des lieux de la situation actuelle de l'usager. Ensuite, l'usager va pouvoir expliquer ses besoins, puis préciser ses attentes vis-à-vis de ses besoins, et enfin, il va pouvoir écrire son projet. Et donc, chaque partie, que ce soit la partie relative à la vie quotidienne,
la vie scolaire, la vie professionnelle, le dossier s'organise de la même façon. Donc dans cette partie, malheureusement, on ne va pas très bien. J'ai un petit bandeau en haut, mais en fait, cette partie sur le PowerPoint, je pense que vous ne voyez pas, mais en fait, on vous rappelle dans quel cas vous devez compléter, pour quel type de prestation vous devez compléter le formulaire MDPH. Donc, tout ce qui va être CMI, PCH, A2EH, ESMS, AH, RQTH, ORP. Toutes les prestations qui sont les prestations qu'on étudie. Donc la partie B relative à la vie quotidienne, donc c'est un recueil d'éléments généraux sur la vie quotidienne de l'usager. Dans la partie 1, il va pouvoir préciser de quelles ressources il bénéficie, quelles sont les aides financières également qui lui sont accordées. Et donc, c'est assez spécifique. Donc, il va reprendre, est-ce qu'il vit seul? Est-ce qu'il il vient dans un logement indépendant? Est-ce qu'il est hébergé? Est-ce que c'est des suites d'un accident? Il a bénéficié d'indemnités particulières. Et ensuite, faire un état des lieux plus précis sur ses aides financières. Quelles sont ses aides financières? Est-ce qu'il est bénéficiaire de l'AAH, de la RSA, d'allocation chômage, ou est-ce qu'il est en activité? Est-ce qu'il est, il a bénéficié d'indemnités journalières? S'il il bénéficie d'une pension d'invalidité de quelle catégorie, depuis combien de temps, etc. Donc là, l'usager va vraiment pouvoir faire un état des lieux précis de sa situation financière. Dans cette partie, il va aussi pouvoir préciser les aides techniques et les aménagements qui bénéficient. Est-ce qu'il a un aménagement du logement? Est-ce qu'il y a un aménagement du véhicule, les aides animalières? Et cette rubrique, elle fait référence aux différents volets de la PCH. Est-ce qu'il bénéficie d'aide à la personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui l'accompagne? Est-ce que c'est un service médico-social? Est-ce que c'est des professionnels de soins à domicile qui interviennent? Donc cette partie, elle est assez importante dans l'état des lieux de la vie quotidienne de l'usage. Ça nous permet vraiment de faire une première photographie. La partie suivante, elle va s'attacher à comprendre pour un dossier pour les demandes qui concernent les enfants, de comprendre quel est l'impact de la vie quotidienne chez le parent. Est-ce que le parent a été en obligation de diminuer son activité professionnelle? Est-ce qu'il a renoncé à exercer une activité professionnelle? Et donc là, le parent va pouvoir indiquer peut-être sa nouvelle quotité horaire et il devra fournir les justificatifs en conséquence. Dans les frais liés au handicap et au restant à charge, ce tableau permet de faire un état des lieux des frais engagés, par exemple sur les aides techniques, sur des appareillages, sur des frais de garde, des frais de transport, des frais médicaux ou paramédicaux qui seraient remboursés ou partiellement par l'assurance maladie. Tous les frais qu'il a à sa charge et qu'il estime nécessaire de nous informer. Dans la partie B2, on va être sur une partie relative aux besoins de la vie quotidienne. Et là, l'usager va pouvoir exprimer quels sont ses besoins. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour gérer ma partie administrative? Est-ce que j'ai besoin d'aide sur ma vie quotidienne pour me laver, pour m'habiller? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour préparer mes repas, pour faire mes courses, pour prendre soin de ma santé? Dans la partie suivante, il fait plutôt un état des lieux sur ses besoins pour se déplacer, que ce soit aussi bien pour des déplacements intérieurs ou extérieurs. Ses besoins pour la vie sociale. L'usager va pouvoir exprimer ses difficultés. Est-ce que c'est pour avoir du loisir? Est-ce que c'est pour entrer en relation avec les autres? Est-ce que c'est pour s'exprimer? Et donc, cette partie, elle permet à la MDPH de mieux comprendre les difficultés de l'usager et du coup, ses limitations d'activité. Et dans la dernière partie, une fois que l'usager a exprimé son besoin, il va pouvoir dire quelles sont ses attentes vis-à-vis de ses besoins. Admettons, l'usager a coché j'ai besoin d'aide pour m'habiller, pour faire ma toilette. Aujourd'hui, quels sont ses besoins pour compenser sa situation de handicap? Eh ben, en fait, j'ai ce besoin, mais mes attentes, c'est, malgré mes besoins, j'ai peut-être envie de rester à mon domicile et du coup, il me faut des aides pour pouvoir me maintenir au domicile. Et donc, c'est des éléments qui nous permettent de donner des premières indications, une première lecture de la situation de l'usager. Et donc, une des dernières grosses parties de ce formulaire,
C'est ce qui était avant prénommé projet de vie dans l'ancien formulaire MDPH et qui a été renommé vie quotidienne. On rappelle que c'est pas un document obligatoire, mais c'est un document d'évaluation qui permet une information complémentaire pour l'équipe qui analyse la demande. Ce document, il offre une opportunité à la MDPH de mieux comprendre la situation de l'usager, de ses choix de vie. Le projet en vie, on sait de l'usager qu'il n'est pas figé, il est évolutif, et l'usager pourra le compléter ou le modifier à chaque nouvelle demande. Le projet de vie, il paraît en général difficile à remplir, hein, on en a conscience. Mais c'est un outil, en tout cas, qui permet aux équipes d'évaluation de mieux comprendre le retentissement du handicap dans les différentes dimensions de la vie de l'usager, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école, si on parle d'un enfant. Et ça permet de détailler le plus possible la situation et les objectifs. La MDPH, elle n'évalue pas uniquement en fonction d'un diagnostic médical, mais en fonction des répercussions du handicap sur sa vie quotidienne. Et ces éléments-là, on peut les retrouver dans ce champ libre. Chaque personne est unique, une même maladie invalidante ou un même handicap ne cause pas chez tout le monde les mêmes difficultés. J'étais petite de douleur, je n'arrive plus à me laver le bas du corps. C'est ces éléments-là qu'on a besoin de retrouver dans ce champ libre. Elles nous permettent de compléter le faisceau d'éléments recueillis dans les bilans. L'usager n'a pas besoin de nous repréciser quelle est sa pathologie, puisque ça, on va bien le dire dans les documents qui va nous joindre en parallèle, mais on va aller essayer de voir quel est l'impact sur la vie familiale, sur la vie sociale. Donc là, l'usager va pouvoir parler de ses points forts, de ses points faibles, de ses difficultés, peut-être des soins dont il bénéficie, quelles sont ses perspectives, a-t-il un projet ou n'en a-t-il pas, que souhaite-t-il, nous, ça nous permet de comprendre pourquoi peut-être l'usager souhaite rester au domicile, ou au contraire, pourquoi il souhaite partir en établissement. Et dans cette partie libre, l'usager a aussi la possibilité de venir un peu expressément expliquer quelles prestations il souhaite se voir évaluer et pourquoi. Je vous donne, je vais vous essayer d'exprimer mon propos avec un récit qui pourrait être relativement court. Je suis atteinte d'une déficience motrice des 4 membres. Je viens d'emménager seule dans un logement plus grand pour répondre à mes besoins. Cependant, la salle de bain est équipée d'une baignoire. Je souhaiterais pouvoir bénéficier d'un aménagement de salle de bain au titre de la PCH pour continuer de garder mon autonomie. Voilà. Ça pourrait être ça, juste le projet de vie. Il n'est pas très long, il est succinct. Mais dans ce projet de vie, on connaît la déficience de l'usager. Il nous explique quel est son projet. C'est de vivre seul en autonomie. Sa difficulté, c'est qu'il a besoin d'aide pour faire sa toilette et qu'aujourd'hui, l'aménagement de la salle de bain, elle n'est pas adaptée puisqu'il a une baignoire. Et que du coup, il demande à ce titre l'étude de la PCH pour continuer à garder son autonomie. C'est succinct, mais ça permet vraiment de venir compléter tous ces éléments d'information qu'on peut avoir au travers de coches ou au travers des bilans médicaux ou paramédicaux. Donc là, on passe sur la partie C qui concerne la vie scolaire et étudiante. C'est à remplir pour toutes les demandes pour les ESMS, les AESH qui sont ce qu'on appelait avant les AVSI, AVSM, le MPA, le matériel pédagogique adapté, la 2H et son complément. Ça, vous pouvez conseiller l'usager de compléter cette partie s'il souhaite se voir étudier l'une de ces prestations. Cette partie, elle est à remplir obligatoirement pour toutes les demandes donc liées à la scolarisation. Dans la partie 1, ça va permettre de refaire cet état des lieux de la scolarisation de l'enfant ou de l'étudiant. Est-ce que l'enfant est scolarisé en milieu ordinaire? Est-ce qu'il est dans sa classe d'âge de référence? Est-ce qu'il est accompagné par un service de soins ou un établissement? De pouvoir préciser par quel service il est ou par quel établissement il est accompagné. Est-ce qu'il bénéficie de temps partagé entre un service de soins, un milieu ordinaire? Et quelle est sa formation supérieure? Est-ce qu'il est à l'université, en BTS, en école? Voilà. Dans cette partie-là, l'usager peut retranscrire ces éléments.
Dans la partie suivante, cette sous-partie, il est demandé plutôt d'indiquer quel type d'études, voilà, l'enfant ou le jeune étudiant suit, quelles sont les adaptations actuelles dont il bénéficie, est-ce qu'il a un emploi du temps adapté. Et donc, on rappelle que ce tableau est à remplir si la personne est ou a été scolarisée. Donc ensuite, il peut repréciser plus spécifiquement les soins dont il bénéficie. Est-ce qu'il a une aide humaine, est-ce qu'il bénéficie d'une aide humaine? Et donc là, on vous demande de venir nous préciser si à l'école, il bénéficie plutôt d'une AVSI ou d'une AVSM. Il y a aussi l'emploi du temps actuel, qui est un élément assez important que les équipes d'évaluation s'attachent à aller vérifier si c'est bien complété, parce que ça nous donne, nous, des indications assez précieuses. Ça permet de retrouver est-ce que l'enfant il est scolarisé à l'école, combien de demi-journées il va à l'école, est-ce qu'il a des prises en charge annexes, et quand est-ce que ces prises en charge ont lieu, est-ce qu'il a de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la psychomote. Et ça nous permet aussi du coup de mesurer un peu si la réduction d'activité des parents est en lien aussi avec toutes ces prises en charge dont l'enfant doit bénéficier. Dans cette partie, ça permet de comprendre donc, cette fois-ci les besoins de l'enfant dans sa vie scolaire, en lien donc avec ses apprentissages, la communication, son entretien personnel, ses déplacements. Et donc là, il est à nouveau guidé par l'intermédiaire de coches pour vraiment l'aider à faire mûrir son projet et à nous parler de ses besoins dans la vie scolaire et étudiante. Dans la partie C3, là, il s'agit d'expliquer les besoins de l'enfant pour compenser le handicap à l'école ou pour demander une orientation en établissement médico-social. On vous rappelle qu'il est impératif de nous joindre le GVASCO à la demande si l'enfant est scolarisé. Et dans cette partie, ça vient, dans la dernière partie, on a à nouveau un champ libre. L'usager a déjà été guidé dans l'expression de ses besoins, de ses attentes en termes d'orientation scolaire. Et là, dans ce champ libre, il est important de venir préciser ses besoins. L'usager, peut-être dans la page précédente, nous informe que ses besoins, il a un besoin de matériel pédagogique, mais cette information, vous la comprendrez bien, elle est imprécise. Et bien, ce champ libre, il va pouvoir nous préciser quel est ce matériel pédagogique dont il a besoin. Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est un scanner? Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est un logiciel adapté? Ces éléments-là, si on les a en première lecture sur le SARFAT demande, ça nous simplifie parce que parfois, on manque de ces éléments qui peuvent être précieux pour l'évaluation et on peut parfois, malheureusement, perdre un peu de temps à récupérer l'information, soit auprès du parent, soit auprès de l'enseignant référent ou alors du professionnel qui accompagne si on a été autorisé à le recontacter. Donc, on passe à la dernière vidéo, parlons bien, parlons droit, qui va faire état des lieux de la dernière partie du formulaire de demande. Excusez-moi, j'essaie de cliquer sur la bonne page, mais je suis embêtée. Voilà, hop. Et je vous laisse. Bienvenue à notre grande finale. Nous sommes ici pour départager nos deux concurrents sur leur connaissance approfondie du dossier de demande MDPH. Le favori de ce challenge, Ada, grand érudit du handicap, auteur et acteur de la série Bestiaire, auteur d'un livre... On peut savoir, tu rémunères cette personne? Oui. Non. Et pour le challenger, je vous demande d'accueillir Julie. Alors on commence? Si je vous dis rubrique D. Situation professionnelle. Bravo Julie, c'est la bonne réponse. Et il marche pas mon buzzer. Julie, vous souhaitez développer? Ah bah oui, avec plaisir. Alors, la partie D1 me permet de mentionner si je travaille. Je peux aussi préciser si mon emploi est adapté à mon handicap. Et si ce n'est pas le cas, je mentionne les difficultés que je rencontre. Je peux aussi spécifier si je suis bénéficiaire de la RQTH, la reconnaissance de la qualité des travailleurs handicapés. Oui, mais c'est quand même perdu, Ada. Le point est toujours pour Julie. Rubrique D2. Mon parcours professionnel. Dans cette rubrique, je rédige mon CV et je note mes diplômes. Hop, hop pour Ada. Allez, on continue. D3. Mon projet professionnel. Oui. Elle repasse en tête, quel talent! Merci. Alors, la rubrique D3 est très importante. On y inscrit son projet professionnel, si on en a un. On peut également demander un bilan de compétences ou l'adaptation de son poste de travail.
Rubrique E1. Mes demandes de prestations. Dans cette rubrique se trouve la liste des prestations qui peuvent être attribuées par la MDPH, comme l'AEEH, allocation éducation enfants handicapés, ou la PCH, la prestation de compensation Oui, du handicap. merci. Rubrique E2. Demande relative à la vie scolaire. J'ai inscrit mon projet de formation ou de scolarisation si je suis mineur. Bravo Julie, magnifique. Rubrique E3, une rubrique intitulée Vos demandes de prestations relatives au travail. Elle permet de demander la reconnaissance de travailleurs handicapés. Elle permet aussi de dire si on veut être orienté sur le marché du travail ou vers un ESAT, un établissement de service d'aide par le travail. Mais enfin, vous ne pouvez pas donner les réponses. Comment vous vous appelez? Michel. Michel, vous ne pouvez pas donner les réponses. Vous êtes l'animateur. Oui, je sais. Et alors? Mais je me disais que c'était plus chouette si on jouait tous les trois. Ah mais non, 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 c'est pas ça le jeu. Ada, c'est pas ça le jeu. Ben non, c'est pas ça le jeu. En plus, on sait même plus où on en est, question point. C'est chiant. Bah, excusez-nous, Michel, mais on doit vous dire les choses. Ouais, bah d'accord, ok, je vois le genre. Ah oui, vous voulez jouer entre vous, quoi, entre handicapés. Non, bah ok, très bien, on continue. La question vaut double, elle permettra de départager nos deux candidats. Rubrique F. Bon, bah Bon, vas-y, vas-y, Michel, Michel, réponds. réponds. Yes. Merci. Rubrique F, intitulée Vie de votre aidant familial. Une rubrique facultative pour y préciser la vie de la personne qui vous aide au quotidien. Sachez que la MDPH est là pour vous accompagner. Elle ouvre des droits en fonction de la situation dans laquelle vous êtes et en fonction de vos besoins au quotidien. Bien remplir son dossier, c'est permettre à la MDPH d'apporter les réponses les plus adaptées à votre situation. Et quelqu'un ? Voilà, c'était la petite dernière vidéo qu'on trouvait relativement bien faite et assez attractive pour comprendre que vous pouvez éventuellement réutiliser hein, auprès des usagers pour expliquer un peu le dossier MDPH et ce qu'on peut attendre de la complétude de ce formulaire. Alors, je retourne sur la partie dans laquelle nous étions. Hop. Donc là, cette fois-ci, on va parler de la situation dans la partie D relative à la situation professionnelle. Donc, on rappelle qu'elle ne concerne pas les enfants. Que cette rubrique, elle est à compléter pour toutes les demandes relatives à la H, la RQTH et les orientations professionnelles, donc l'ORP. Dans la partie D1, on refait à nouveau l'état des lieux de la situation. Est-ce que l'usager est dans l'emploi? De quel type de contrat il bénéficie? Il peut indiquer s'il le souhaite ou non son employeur. Il en est libre de l'indiquer ou non. Son temps de travail, est-ce qu'il a une quantité de travail équivalent à temps plein, à mi-temps, inférieur à un mi-temps? Il peut nous préciser s'il a des aménagements qui ont été réalisés sur son poste de travail. L'usager peut aussi nous indiquer s'il est en arrêt maladie ou s'il est sans emploi. Dans cette partie, il va pouvoir nous préciser s'il est sans emploi, depuis combien de temps, est-ce qu'il est accompagné par un service, par un accompagnement dans l'emploi, par la mission locale, Cap Emploi, Pôle Alors, emploi. excuse-moi, Emeline. En fait, on n'a pas la présentation en plein écran. On te voit derrière avec une toute petite présentation. Essaye peut-être de départager, de repartager. Oui, Parce que là, en fait, on voit ton écran en tout petit. oui, excusez-moi, je recommence du coup. Ouais, je pense que ce serait... Est-ce que c'est mieux? Alors, non, c'est toujours pareil. Ouais, enfin, ça va un peu mieux. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, du coup, là, l'usager, il peut du coup venir préciser il bénéficie d'un accompagnement vers l'emploi, par qui. Voilà, ça peut paraître technique parce qu'on va avoir, beaucoup d'acronymes, hein, comme la GFIP. Voilà, l'usager, il ne faut pas qu'il se mette la pression. S'il ne connaît pas ces acronymes, c'est que certainement, il n'a jamais eu affaire à eux et il remplit uniquement la partie qui le concerne. Dans cette partie-là, l'usager a la possibilité d'indiquer ses expériences professionnelles, son niveau de qualification, ses diplômes. Soit l'usager décide de compléter ce tableau dans le CERFA demande, ou soit il fait le choix de nous envoyer un document annexe qui est son CV. C'est uniquement pour accompagner l'usager qui n'aurait pas de CV ou qui ne serait pas en mesure de le faire, de pouvoir le reporter dans le CERFA de demande.
Il précise son niveau de qualification, son niveau d'études et les derniers diplômes qu'il a obtenus. Dans la partie D3, c'est pour permettre à nouveau à l'usager d'exprimer son projet professionnel. Mais quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'emploi, ses difficultés à occuper un emploi ou se maintenir dans l'emploi, son projet de formation au regard de son handicap et de ses capacités. Comment je vais dire ça même si l'état de santé de l'usager ne lui permet pas de travailler actuellement, il peut être intéressant de remplir cette partie. Parce que l'usager, il peut solliciter la reconnaissance qualité de travailleur handicapé. Cette dernière, elle concerne toutes les personnes dont les possibilités d'obtenir ou conserver un emploi sont réduites, suite à une insuffisance ou une diminution de ses capacités physiques, mentales, qu'elles soient définitives ou temporaires. Et donc, la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, elle va favoriser l'embauche ou le maintien dans l'emploi pour bénéficier de dispositifs d'insertion réservés aux personnes en situation de handicap ou de bénéficier d'un aménagement de son poste. Dans le champ libre, l'usager qui n'hésite pas à préciser son besoin de formation, s'il en a un besoin, est-ce qu'il a un projet déjà prédéfini, travaillé, est-ce qu'il a besoin d'un aménagement de son poste de travail, et dans ce cas-là, il peut l'expliquer. Un exemple, je souffre d'une déficience auditive sévère, je travaille dans un environnement bruyant, j'ai besoin d'être équipé d'un casque anti-bruit, mais qui soit compatible avec mes prothèses auditives. Ben voilà. L'usager n'en dit pas plus, mais il a dit l'essentiel, sa déficience, quel est son impact sur sa vie professionnelle et quel est son besoin. Et bien, son besoin, c'est d'avoir un casque anti-bruit compatible avec ses prothèses auditives. Et ça permet des éléments qui sont assez précieux pour les équipes d'évaluation. Dans la dernière partie, on rappelait que c'était la partie facultative, mais c'est dans cette partie que l'usager a la possibilité d'exprimer les prestations qu'il souhaite se voir évaluées. L'usager est donc libre de le compléter ou non. On rappelle qu'on pouvait encourager l'usager à demander le renouvellement de ses prestations 6 mois avant la fin de ses droits en cours. Et si l'usager ne sait pas quelle prestation il peut le prétendre, eh bien, pas de pression, il n'est pas obligé de remplir cette partie. La MDPH, elle proposera des droits et des prestations en fonction des éléments d'information contenus dans la demande. Et même, j'ai envie de vous dire, si l'usager a complété cette partie, si l'équipe d'évaluation estime qu'il pourrait être bénéficiaire d'une autre prestation qu'il n'a pas demandé, en tout cas, la MDPH étudiera l'ensemble des prestations pouvant répondre à ses besoins, qu'il ait couché ou non les parties de ce formulaire de demande. Dans cette dernière partie, la partie E2, c'est toujours un cadre d'expression libre où là, il peut aussi à nouveau exprimer un projet relatif à sa vie scolaire. Voilà. L'usager a la possibilité de reporter les informations, on ne demande pas de les reporter à chaque élément, d'être dans la redondance. Il a le choix de le préciser là où il trouve que c'est le plus pertinent. Est-ce que c'est dans l'expression de cette demande ou est-ce que c'était au contraire en amont dans l'expression vie quotidienne? Là, on est toujours dans la partie expression des demandes et là, c'est l'expression des demandes qui vont se cibler sur tout ce qui est relatif à l'emploi, à la formation professionnelle, à la demande de RQTH et toutes les formations spécialisées ou encore les orientations en milieu ordinaire ou les milieux protégés, les AT par exemple. Enfin, la dernière partie du formulaire de demande qui est relatif à la vie étudiante à la vie de l'aidant familial. Et là, c'est une nouvelle, un nouveau des principes de ce formulaire. Ça permet à l'aidant familial d'exprimer aussi sa situation, ses attentes et ses besoins. Donc là, c'est assez général. Hein. L'aidant peut repréciser son identité, son adresse, préciser la nature de l'aide qu'il procure. Et il peut venir aussi préciser est-ce que lui aussi il a du soutien dans son rôle d'aidant ou est-ce qu'au contraire il pourra avoir un besoin de formation, de répit. Et donc là, il va pouvoir avoir dans la page suivante la possibilité de l'exprimer. Et ça, c'est aussi des éléments qui peuvent paraître anodins, mais qui sont assez intéressants dans l'évaluation d'une demande. L'usager qui a des difficultés pour faire sa toilette, son habillage,
qui vit en couple et qui souhaite rester au domicile, si on a des indications sur les dents qu'il est fatigué, il aurait besoin d'aide, il aurait besoin de répit, ben, ces éléments elles seront pris en compte dans l'évaluation des prestations au titre de la PCH, mais par exemple au titre des orientations des établissements médico-sociaux, on pourra peut-être accompagner l'usager dans la mise en place d'accueil temporaire. Maintenant, une petite information, vous récupérez ces fameux formulaires de demande. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Donc on vous rappelle quel est les relais autonomie. On va vous présenter la cartographie juste après. La possibilité de le récupérer sous des formats numériques hein, qui sont disponibles en ligne. Et c'est pareil, je vous ai mis les liens. Et prochainement sur le portail Nord Autonomie. Donc, dans les relais autonomie, aujourd'hui, la DTML, elle dispose de 8 relais autonomie qui permet une meilleure couverture territoriale des points d'accueil de proximité dédiés au public concerné par l'accès à l'autonomie. Juste à noter qu'il y a un découpage aujourd'hui qui n'est pas encore similaire par rapport au pôle autonomie, puisqu'aujourd'hui, tout le territoire d'Armentières-Ouai, il est encore rattaché au pôle territorial de Dunkerque, mais il sera prochainement identique, puisque courant 2022, le pôle territorial de Lille reprendra ce territoire de l'Armentières-Ouai. Comme je vous disais, on vous a remis la cartographie des différents relais d'autonomie qui existent aujourd'hui sur notre territoire. Donc, je vous laisserai le consulter. Le support vous sera envoyé dans un second temps. On avait créé aussi, afin de mieux renseigner les usagers pendant la crise sanitaire, des affiches pour préciser les modalités d'accueil et les coordonnées téléphoniques des différents relais autonomie. Donc, on vous l'a remis aussi dans le support. On vous a remis l'adresse du service public où vous pouvez récupérer le formulaire et il est également téléchargeable aussi sur le site MDPH. Et dernier point, il sera prochainement disponible sur le portail Nord Autonomie. C'est un projet qui est en travail depuis un certain temps. On espère pouvoir avoir la possibilité d'avoir un formulaire dématérialisé courant 2022 où l'usager a la possibilité de le compléter directement en ligne depuis son compte Nord Autonomie. Voilà, j'ai fini ma présentation de ce formulaire. Alors j'espère que je ne vous ai pas assommé avec toutes mes explications, que je ne vous ai pas perdu non plus. Il me semble que mon intervention a suscité un grand nombre de questions auxquelles mes collègues ont tenté d'y répondre. On n'a pas forcément eu la possibilité d'y répondre dans cet instant, mais sachez qu'on y prendra une attention particulière et on va essayer de faire une espèce de fac pour reprendre vos questions et y apporter les réponses extérieurement. Donc, peut-être pour vous dire donc du coup, on a enregistré ce petit temps d'information. Il sera publié sur la chaîne YouTube du département. On vous enverra donc à l'issue, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais assez rapidement, un lien qui va pouvoir vous permettre d'accéder directement donc à la vidéo enregistrée. On vous enverra également le support. On va, comme l'a dit Emeline, compiler toutes vos questions parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors Frédéric a fait en sorte de vous répondre dans la mesure du possible, mais bon, il y avait un certain nombre de questions. On va faire une espèce en effet de fac où on va répertorier toutes les questions. D'ailleurs, si vous en avez encore, vous pouvez encore en déposer dans le chat et qu'on vous enverra aussi donc avec à la fois le support et le lien pour la vidéo. Vous dire donc que ces temps d'information ont lieu chaque dernier mardi du mois de 11 à 12. On a déjà préparé les prochains sujets. Donc le 29 mars, on parlera du circuit de traitement d'une demande de MDPH. On vous expliquera comment ça marche. Au mois d'avril, on fera un petit focus sur la demande d'APA le 26 avril, de l'instruction de la demande à la notification à l'usager. On va vous aider à y voir plus clair. Et au mois de mai, on a prévu un sujet sur le handicap psychique. D'autres sujets arriveront, on va vous les communiquer au fur et à mesure, on vous enverra chaque mois les liens pour participer. Et j'essaierai de planifier ce petit agenda annuel pour vous donner les sujets jusqu'au bout de l'année. N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire remonter vos besoins dans ce cadre-là.
Et n'hésitez pas aussi à transférer cette invitation à participer à ce temps d'information à tous les professionnels qui pourraient y être intéressés. Voilà. Et peut-être alors laisser la parole à Anne-Sophie Auchard, la responsable du pôle autonomie, pour terminer. N'hésitez pas en tout cas sur vos questions au niveau du chat, on y répondra en tout cas dès que possible. Oui. Bonjour à tous, Anne-Sophie Auchard, responsable du pôle autonomie. Je pense que Karine, tu as tout dit, donc je vais pas faire perdre plus de temps. Vraiment, comme Karine le disait, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a bien conscience que c'est un temps descendant. Pour autant, voilà, c'est compliqué en 1 heure de laisser place au débat. Mais c'est un peu le but du jeu là pour le coup de se dire voilà, posez toutes vos questions. Derrière, les professionnels, bien évidemment, y répondront et vous y aurez accès. Et si ce n'était pas le cas, vous avez de toute façon les coordonnées si vous aviez des difficultés d'accès pour nous rejoindre. N'hésitez pas également à nous remonter vos besoins. C'est vraiment important. On a besoin de connaître les besoins des professionnels de terrain. Alors certains, voilà, on les a facilement. Mais pour poursuivre ces temps et à faire des propositions aussi d'amélioration, hein, on est complètement ouvert. Là, c'est un démarrage, donc voilà, on teste cette version. On voit qu'il y a le besoin en termes de nombre, hein. De toute façon, on a eu effectivement beaucoup d'inscriptions. Donc voilà, on sait que ça peut encore en générer. On le voit de toute façon dans nos réseaux autonomie où de plus en plus on a une demande. Donc voilà, poursuivez à poser vos questions. N'hésitez pas, c'est vraiment l'instant pour les professionnels. Et n'hésitez pas à nous remonter vos besoins. Je n'ai que ça à dire. Voilà, et puis je remercie Emeline qui a fait le démarrage du coup aussi sur cette formule. Et effectivement, Karine qui a travaillé avec Emeline aussi à toute la coordination de ce projet-là en lien avec Frédéric Simaes de la MDPH. Voilà, je vous souhaite à tous bon appétit. Je pense qu'on peut se le dire, ça sera le mot final à chaque fois du 1 heure pour l'autonomie. Bon appétit à tous et puis à bientôt, à la prochaine. Dès lors que vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à vous connecter. Merci à vous. Bonne journée à tous. Et à très bientôt donc au prochain 1 heure pour l'autonomie. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous.